Monsieur Ahmed Rahou, merci de nous accueillir dans votre bureau. Nous savons votre temps précieux et donc merci pour votre effort de communication. Euh, Première question que se pose en fait l'opinion publique, c'est que depuis que vous êtes là, vous usez beaucoup de pédagogie. Est-ce que le temps de la pédagogie va durer encore longtemps ou ça ne serait qu'une étape pour passer à autre chose? En tout cas, merci de nous rendre visite et de nous offrir cette occasion de nous exprimer à travers vous, à vos lecteurs et vos auditeurs et spectateurs. Nous sommes effectivement dans une phase de pédagogie, de sensibilisation, d'explication, qui a pour objectif de faire connaître au secteur économique, enfin au monde économique et aux différents secteurs productifs, c'est quoi l'objet de la loi qui régit les prix et la concurrence? C'est quoi la finalité d'ailleurs? Pourquoi il y a cette loi? Et en quoi ils sont astreints à un certain nombre de contraintes et quels sont aussi les droits que leur donne ce texte? Il est vrai que le constat qu'on peut faire, c'est que à travers les dossiers que nous recevons, de saisines, de plaintes, que la connaissance n'est pas très fine. On a même fait une étude qui aboutit au fait que c'est pas très connu. Et donc, cet effort paraît nécessaire pour que les règles du jeu dans une économie ouverte en matière de concurrence, de liberté des prix et de liberté d'accès au marché soient connues par le maximum, de façon à éviter c'est vraiment dans l'intérêt des entreprises, à éviter qu'elles soient en dehors de la loi, parfois même sans le savoir. Donc cet effort, évidemment, a démarré de façon directe à travers les réunions avec un certain nombre de secteurs d'activité, mais aussi à travers la presse et à travers vous pour l'opinion publique de façon générale. Et il va se poursuivre parce qu'on n'en fait jamais trop en matière de pédagogie. Par contre, ça ne veut pas dire que le Conseil n'usera pas de ses prérogatives pour faire en sorte que la loi soit respectée quand il constate qu'elle ne l'est pas. Et le Conseil de la concurrence a sanctionné une entreprise étrangère tout récemment. Mais on se pose la question, c'est une entreprise suisse, donc étrangère. Est-ce un hasard que la première sanction de votre mandat tombe sur une entreprise étrangère? Le cas en question est un cas de non-déclaration d'une concentration. Il se trouve que ce dossier, parmi d'autres, bon, il y en a d'autres dans le même cas, est apparu. Et donc, on a pu le traiter dans un délai relativement court parce qu'on avait les éléments. Il se trouve que cette société, c'est vrai qu'elle est suisse d'origine, mais elle est très présente au Maroc, donc à travers des produits qu'elle vend et des sociétés qu'elle détient au Maroc. Donc, son action sur le marché marocain est important. Donc, il était pour nous important de régulariser, finalement, c'est de ça qu'il s'agit, une déclaration non faite selon les lois en vigueur qui suppose que toute opération de création de société, de fusion-acquisition, au-delà d'un certain nombre de critères qui sont définis par les textes, passe par le Conseil. Je rappelle d'ailleurs, là encore, finalité, pourquoi c'est comme ça, c'est pour éviter que se créent des positions dominantes au détriment de la concurrence et au détriment du consommateur. C'est pour ça que le Conseil est obligatoirement consulté dans des cas pareils. Évidemment, quand les gens ne le font pas, bon, il y a un certain nombre de sanctions. Il y a des irrégularités du même genre qui sont soumises à votre conseil, que vous avez vous-même relevées? On peut relever des choses de cette nature qui touchent les concentrations ou alors des choses, des litiges qui concernent plutôt les pratiques dans le mode de la concurrence qui touchent la liberté des prix, l'accès au marché, la non-entente sur un certain nombre de choses. Bon, donc s'il y a des choses comme ça, je ne peux pas dire tout ce que nous avons dans le pipe, mais on a Un des peu de cas, tout. un peu de tout, absolument. D'accord. Et le traitement de tel dossier, ça ne prend pas tellement de temps. Mais pour prendre le cas de l'entreprise qui vient d'être sanctionnée, son dossier a commencé à être traité dans le cadre d'une autosaisine depuis 2019, si je ne m'abuse. Est-ce un délai normal de traitement ou vous allez œuvrer pour réduire
ce délai? Pour les délais purement administratifs, quand on est, on est confronté à un dossier de demande d'avis pour une concentration, enfin de demande d'accord. Donc on est dans un processus administratif, c'est comme un dossier d'autorisation pour construire ou pour exercer tel ou tel métier. Donc là, on est en temps administratif, la loi le fixe à 2 mois, éventuellement prolongeable de 2 mois additionnels quand c'est justifié, et il faut le justifier. Et nous essayons de faire le plus court possible. C'est-à-dire les dossiers qui ne sont pas complexes, on les traite même en 3 semaines ou 4 semaines. Maintenant, pour les dossiers de litige, et celui-là en est un fatalement, puisqu'on n'a pas été saisi, donc il faut traiter. Or, il faut voir que la loi donne des garanties à toute partie que le Conseil met en cause. Donc, le Conseil doit notifier ce qu'il reproche, et avant de notifier, il faut enquêter. Et la partie en face d'eau a un délai de 2 mois pour répondre. Nous avons une réplique additionnelle. Donc, il y a un temps minimum pour traiter tout ça dans des procédures légales. Et la légalité est à respecter absolument, parce que s'il y a vice de forme, notre décision peut être cassée pour les tribunaux. Donc, Et ce n'était pas le cas, en l'occurrence, pour cette société qui vous a approché pour payer. Donc absolument, on a proposé un deal et s'il a été accepté, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite. Et donc voilà, donc on préfère ce type de traitement chaque fois que c'est possible. Et cette société a préféré, constatant qu'elle a fauté, payer et passer à autre chose. Mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même un message, c'est une sorte d'onde de choc qui pourrait quand même donner à réfléchir aux entreprises qui ne seraient pas à même d'avoir la diligence suffisante pour venir vous aviser de leurs opérations. En fait, on le sait tous, nul n'est censé ignorer la loi. Certains ont peut-être pensé, seuls ou mal conseillés, que certaines choses ne sont peut-être pas nécessairement à faire ou obligatoires. Bon, donc c'est une occasion de rappeler. Bon, nous allons évidemment donner l'opportunité d'une façon pas trop restrictive et pas trop agressive à régulariser tout le dossier dans des cas pareils. Donc ceux qui ont des dossiers peuvent venir nous voir. On trouvera des arrangements pour les traiter, dans le cadre de la loi toujours évidemment, de la façon la plus sympathique possible. Notre objectif, c'est que l'économie fonctionne, pas de tomber sur les gens comme ça. Donc si les gens ont fauté par ignorance, c'est un peu l'objet de la pédagogie, donc il y a une phase quand même de régularisation qui sera ouverte. D'accord. Au moment de votre nomination, on peut lire dans dans le communiqué du cabinet royal qu'à l'époque, il y avait une détérioration du climat des délibérations. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis? Nous avons des décisions à prendre au niveau du Conseil et nous sommes organisés d'ailleurs pour permettre une célérité en 3 niveaux de décision. Le Conseil, c'est un président et 12 membres, donc 4 permanents et 8 qui sont à temps partiel. Les 4 permanents, 2 juges sont parmi ces 4. Il y a donc des réunions où tout ce monde-là se retrouve, c'est la plénière, donc 12 membres plus président qui traitent un certain nombre de dossiers, qui se réunit 1 fois par mois. Nous avons des réunions 2 fois par semaine du président avec les vice-présidents qui sont les fameux 4 membres permanents, qui peuvent trancher sur un certain nombre de dossiers. Là, on se réunit 2 fois par semaine. Et les autres membres se réunissent avec un des vice-présidents sur ce qu'on appelle, nous, les sections, qui aussi ont un pouvoir décisionnel sur certains dossiers. Donc, nous traitons les dossiers en fonction de leur importance, selon l'un ou l'autre de ces instances de décision que la loi a prévues. Ce que je peux vous dire sur l'année qui vient de passer, sur à peu près 140 décisions que nous avons été amenés à prendre dans l'une ou l'autre de ces instances, toutes ont été prises à l'unanimité. Donc il y a quand même un travail de rapprochement et le Conseil fonctionne assez bien maintenant. Alors le climat délétère dont il était question avant votre nomination était lié au dossier des hydrocarbures. Et aujourd'hui encore, on parle probablement de problèmes encore, d'entente sur les prix, etc., supposés. Est-ce que vous avez toujours ce dossier en instance dans votre conseil? Alors, déjà, quelque chose d'important à signaler. Les dossiers litigieux, donc sur lesquels il y a un contentieux traité par le Conseil, se basent sur des griefs, c'est-à-dire des choses qu'on reproche aux entreprises. Il
faut savoir que comme dans un tribunal, quand vous avez une accusation, on ne peut pas rajouter d'autres, hein. Donc, il faut rester dans le cadre de l'accusation qui vous a été adressée. Maintenant, s'il y a une autre accusation, ça devient une deuxième affaire. Donc, il est important de noter que le dossier en question, celui dont il a été fait mention dans le communiqué du cabinet royal, il est basé sur un certain nombre de faits qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne va pas nous rajouter. Donc, il n'y a aucune jonction entre ce dossier et les problématiques de prix telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est distinct. Oui, donc, je reviens au dossier tel qu'il était. Il va rester sur la base des éléments qui sont dedans et uniquement sur celle-là. Il n'y aura pas autre chose. Ce dossier, le communiqué du cabinet royal en parle pour dire qu'il y a eu des vices de fonctionnement. Il y a eu un constat qu'un certain nombre de choses ne se sont pas bien passées. Et le communiqué a aussi signalé que la commission ad hoc qui a été mandatée pour travailler sur la façon dont le Conseil fonctionnait à l'époque n'avait pas pour vocation de traiter ce dossier. Nous en tirons, nous, deux conclusions. C'est que, un, le dossier n'a pas été traité par cette commission, donc il reste dans les attributions du Conseil. Et le dossier, comme le dit le cabinet, n'a pas été traité, puisqu'il n'a été traité ni par cette commission, ni par le Conseil. Donc pour nous, le dossier 1 est toujours ouvert, 2, il est toujours dans les attributions du Conseil. Mais le même communiqué du cabinet royal parle d'un changement du texte réglementant la loi sur les prix et la concurrence, de même que le texte réglementant l'organisation du Conseil avec une demande de révision adressée au gouvernement qui a travaillé sur le dossier. Donc nous faisons le lien parce que tout ça a été dans le même communiqué pour dire ce dossier, il vaut mieux le traiter dans le cadre de la nouvelle loi. Ouais. Alors, réponse à une question qui peut être posée, est-ce qu'on a le droit de traiter un dossier avec une loi qui change? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de rétroactivité? Alors la réponse est très claire là-dessus. Ce qui est reproché aux entreprises à ce moment-là va rester. Si la loi change un de ces éléments, on va l'annuler. Si la loi ne change rien, ben les griefs vont rester. Par contre, comment juger ce dossier comme n'importe quel dossier litigieux? Ben, quand on juge un dossier, du moment que les faits ne sont pas prescrits ou annulés par la nouvelle loi, ben, on les juge en fonction des sanctions qui sont prévues dans le nouveau cadre. Donc c'est ça qui est. Donc on peut parfaitement appliquer la nouvelle règle, mais pas pour rajouter des reproches ou pour créer des reproches additionnels au texte. Nous avons d'ailleurs souhaité que dans le cadre de cette révision, le droit des parties soit davantage renforcé, notamment pour amener le Conseil à avoir à justifier ses décisions, les montants qu'il proclame, etc., de façon à pouvoir réellement faire un lien entre la faute et la sanction. Alors, en parlant de carburant, surenchérissement des prix, il y a aussi la flambée des prix de certains produits de première nécessité qui fait jaser au Maroc et qui fait beaucoup de bruit, en supposant qu'il y ait des manœuvres ou quelque chose. Et votre conseil a lui-même prévenu de certaines actions qui seraient contraires aux bonnes règles de la libre concurrence, etc. Est-ce que vous avez effectivement relevé certaines irrégularités ou vous avez communiqué et prévenu à titre juste, là encore, pédagogique? On a prévenu d'ailleurs directement une association professionnelle qui a annoncé des révisions de prix collectifs pour dire c'est interdit de faire ça de cette façon. Bon, il y a ce message effectivement pour dire attention, certaines choses ne sont pas permises. Vous savez, quand les prix augmentent, les gens ont toujours peur de répercuter les hausses des matières parce qu'ils ont peur de perdre leurs clients au bénéfice de leurs concurrents. Donc la tentation de s'appeler, de coordonner les augmentations peuvent exister, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des tentations. Ça ne veut pas dire qu'elles existent. Exactement. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'OCDE qui le dit, donc on a rappelé juste une donnée mondiale qui dit que dans les fortes périodes de variation de prix, à la hausse ou à la baisse, les tentations d'entente augmentent. Plutôt que tentatives. Donc, ce que nous voulons faire, nous, à travers l'avis que nous allons produire et l'étude que nous menons, c'est est-ce qu'il y a une corrélation claire, nette et précise entre les augmentations de matières premières sur les 3 catégories de produits que nous avons identifiées, donc produits agricoles ou agroalimentaires, les produits
énergétique et les matériaux, enfin les minerais, les matériaux de Mhm. construction. Il y a un impact, c'est le fer, le cuivre, le verre, etc., des choses comme ça. Mhm. Donc, y a-t-il corrélation? S'il y a corrélation, nous allons le constater et le dire, c'est-à-dire les prix ont monté et il y a eu une simple répercussion. S'il y a des marges qui ont été gonflées et tout, ben on va le constater, on va le dire aussi. Si maintenant nous constatons que tout ceci s'est accompagné de pratiques interdites par la loi, ben après l'édition de l'avis, nous allons à ce moment-là ouvrir une vraie enquête. Et les enquêtes, comme vous le savez, c'est des choses qui doivent être dans un cadre très particulier pour protéger les parties. Parce que si on reproche quelque chose à quelqu'un et qu'on le sanctionne, il faut apporter les preuves. Donc nous allons, si nécessaire, je rappelle bien, pour le moment, nous n'avons aucune espèce de preuve qu'il y a eu des pratiques illicites en la matière. Donc si jamais il s'avère qu'il y avait quelque chose, ben, on ouvrira les enquêtes nécessaires. Mhm. Alors, vous venez d'effectuer une visite en Pologne où vous avez approché l'expérience polonaise où le Conseil de la concurrence englobe aussi leur ONSA locale. Est-ce qu'on se pencherait par exemple au Maroc vers cette concentration de pouvoir au sein de votre conseil, du contrôle de la qualité des produits, des prix, etc., ou l'expérience marocaine tient la route? Alors l'expérience polonaise mérite d'être regardée parce qu'effectivement le même organe contrôle la concurrence et son application, la protection du consommateur et la qualité des produits. Donc ils ont estimé nécessaire de faire tout ça dans le même espace. Il y a des organisations différentes ailleurs. Celle du Maroc mérite tout le respect, donc elle tient la route. Nous, notre approche, elle est différente. Elle consiste plus à nouer des partenariats entre les différents organes régulateurs du marché. Bon, il y a les régulateurs sectoriels, il y a les contrôleurs financiers, il y a les impôts, il y a la CNSS, il y a la douane, il y a l'ANSA, il y a la lutte contre la corruption. Enfin, il y a tout un tas d'organes qui régulent l'économie de façon générale ou qui la supervisent. Donc, moi, je crois beaucoup au principe de la coopération entre ces instances. On n'a pas besoin d'être sous le même chapeau pour travailler ensemble. Et donc, nous agissons tous finalement dans le même objectif, qui a deux piliers très importants. C'est l'efficience de l'économie et le bien-être du consommateur. Parce que même quand vous prenez la MMC, par exemple, l'autorité des marchés de capitaux, ben, eux, le premier objectif qu'ils ont, c'est la protection de l'épargnant. Épargnant, consommateur, c'est la même personne. Ouais. Voyez. Donc, il n'y a rien qui nous interdit de travailler à la main dans la main, et c'est l'objet même de la signature des conventions que nous faisons avec tous ces organes. Vous avez aussi, hein, votre conseil a aussi un rôle prépondérant, celui consultatif. Et dans ce cadre, le gouvernement a pris votre avis concernant, par exemple, cette question de marché public et tout ce qui se dit autour des marchés publics. Alors, dans ce cadre, qu'est-ce que vous leur avez conseillé au gouvernement? Alors, les marchés publics en tant que tels ne sont pas dans les prérogatives, et ça, on essaie de le rappeler au marché, à toutes les entreprises, que quand il y a une contestation sur un marché public, c'est plutôt la Commission nationale des marchés publics, ou les tribunaux d'ailleurs, qui sont compétents et pas nous. Nous pouvons considérer que notre compétence est dans le cas des ententes illicites. Par exemple, deux entreprises ou trois ou quatre qui s'entendent au détriment de l'État pour partager les marchés, pour augmenter les prix, pour orienter. Bien, il y a énormément de choses qui se disent, hein. Voilà. Les cahiers de charges qui se font sur mesure, etc. C'est des choses sur lesquelles il y a des tendances mondiales aujourd'hui à élaborer une sorte de doctrine. On en a parlé quand j'étais à Berlin lors de la réunion internationale des autorités de la concurrence. Et puis au Caire, il y a une réunion entre les autorités arabes du pays de la Ligue arabe, où la problématique de protéger l'argent public contre les mauvaises pratiques a été souvent évoquée. Donc là, il y a un travail probablement que le Conseil va faire la main dans la main avec les autorités. Alors, dernière question concernant cette question de subventionner encore les carburants, fixer leurs prix, etc. Il y a un fort enjeu de la concurrence là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, nous sommes pour la concurrence libre et nous protégeons une loi, enfin nous appliquons une loi qui dit que les prix doivent se faire par la loi du marché. Maintenant, on ne peut pas ne pas être conscient des problématiques de pouvoir d'achat qui peuvent se poser aux citoyens. Nous, notre logique consiste à dire, attention, quand on subventionne un produit, on induit une consommation qui n'est pas naturelle, parce que le produit, on ne le paye pas au vrai prix et on ne voit pas. Finalement, on ne subventionne pas le consommateur, on subventionne le producteur. Donc l'argent du public, il va partir plutôt chez les pays producteurs de pétrole ou de matière. Notre doctrine ici au Conseil, c'est plutôt d'aller dans le sens d'une aide directe, c'est-à-dire de dire les gens qui en ont besoin, soit par le biais d'aides directes ou par le biais de réduction d'impôts ou n'importe quel soutien qu'on peut imaginer, mais de donner du pouvoir d'achat additionnel lorsque c'est nécessaire, et de laisser les gens choisir avec les prix réels. Parce que les prix réels, pour nous, amènent un arbitrage de consommation qui peut être différent quand on fausse les prix par un jeu de subvention. Sachant que toute la littérature, et tout le monde en convient, quand on subventionne les produits, on subventionne davantage les populations les plus aisées que les populations les plus pauvres. Parce que leur mode de consommation, notamment pour l'essence, vous imaginez bien que quelqu'un qui a un gros 4x4 consomme beaucoup plus d'essence que celui qui prend une motocyclette ou qui prend même le bus. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, est-ce que c'est juste socialement? Sachant que c'est les impôts qui payent tout ça, finalement. Donc, on dit, il vaut mieux laisser la liberté des prix et plutôt soutenir le pouvoir d'achat des gens par le biais d'une assistance directe, par le biais de chèques. Même les pays développés aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils font. Si je prends le cas de la France, qui est pourtant un pays riche, il y a un chèque carburant et qui n'est pas donné à tout le monde, il est donné aux gens qui se déplacent beaucoup. Donc il y a bien une orientation précise et ne pas forcément faire la différence entre celui qui va utiliser sa voiture pour les loisirs ou celui qui l'utilise pour le travail. Donc c'est comme ça que les choses doivent être vues à notre sens. Donc évitant de revenir aux subventions des produits, mais par contre, comme il y a un problème de pouvoir d'achat, l'adresser par le biais d'une aide directe et de versement de sommes directement aux citoyens. Merci beaucoup, Samir. Merci à vous.